Eh bien, qui aurait pu penser que des criminels du Venezuela viendraient s'entraîner en Biélorussie? Et ensuite, ils étaient envoyés aux États-Unis pour provoquer des troubles. Les informations sur ceux qui sont intervenus dans nos élections ont été révélées. Je pense que la vidéo d'aujourd'hui sera l'une des plus intéressantes que j'ai jamais réalisées. Le Parti démocrate est lié au baron de la drogue des cartels latino-américains. Antifa s'est renforcé de 5000 forces spéciales entraînées à Cuba et en Biélorussie. Maintenant, je vais vous présenter l'homme qui a organisé la capture d'Oussama Ben Laden, une légende de la CIA, un expert international en lutte contre le terrorisme, que Trump a amené à la Maison-Blanche dans son avion personnel dès le 2e jour de sa présidence. Il s'appelle Gary Berntsen. Berntsen, il ne faut pas dire Gary Berntsen. Mon partenaire commercial principal et moi-même avons commencé en 2018 à nous occuper de ce que nous appelons la restitution d'actifs. Nous avons donc ciblé les finances des blanchisseurs d'argent, vous savez, en nous concentrant sur le cartel Del Sol, le cartel vénézuélien. Nous avons donc commencé cela en 2018. Nous nous en sommes occupés pendant environ 2 ans et demi. Puis, bien sûr, l'élection a été volée en 2020. Nous avons vu à quoi ressemblaient les élections de 2020. Et mon partenaire avait déjà mené certaines enquêtes les années précédentes sur ces entreprises au Venezuela et m'en avait informé. C'est pourquoi nous avons commencé à étudier cela. Nous avons brièvement rencontré Patrick Byrne en 2020 pendant les élections, car il s'y intéressait, tout comme nous. Et ce n'est qu'après encore 2 ans et demi que nous avons en fait découvert qui a volé, comment tout cela a été volé. Vous savez, nous avons recruté des membres du cartel et des personnes à l'intérieur des sociétés électorales qui faisaient cela. Nous avons de nouveau contacté Patrick, nous sommes allés l'informer, ainsi que le général Mike Flynn. Ils travaillaient ensemble sur le projet Americas, et à ce moment-là, Patrick avait déjà dépensé une somme importante pour cette affaire. Il a vu que nous avions vraiment une réponse, et donc il a dirigé ses ressources vers nous. Dieu merci pour Patrick Byrne, car il n'y avait personne d'autre dans le pays qui était prêt à aider. C'est vraiment difficile d'obtenir du soutien pour ça. Patrick a eu le courage de le faire. Donc, non seulement il a fourni le financement, mais il a aussi participé à l'opération avec nous et a fait beaucoup de travail sur les questions d'intégrité électorale. Il parle maintenant d'un milliardaire, c'est Patrick Byrne, qui a probablement dépensé plus de 100 millions de dollars pour découvrir qui s'est ingéré dans les élections américaines et pour mettre fin à cette ingérence. Notre récit sur le Venezuela comprend 4 parties, dont la restitution des actifs, un point crucial. Le fait était qu'il s'agit d'une entreprise criminelle de 2700 milliards de dollars. C'est la plus grande entreprise criminelle de l'histoire du monde. Ils truquaient les élections depuis ce moment-là. Ensuite, il y a la partie sur le vol des élections, et ils ont commencé cela dès 2004 avec le référendum d'Hugo Chavez à Caracas. Donc, il y a la partie sur le vol des élections. Ensuite, il y a le train de l'Aragua, sur lequel nous avons également travaillé, et moi ainsi que mon principal partenaire commercial, Martin Rodil, nous nous sommes occupés de la collecte sur 1. Il y avait aussi un autre ancien officier, Blues Buchholz, avec moi lors des premières réunions sur le train de l'Aragua, et nous avons reçu les 2000 premiers dossiers avec photos et personnes. Et qui formait-il ? Et vous savez, les Vénézuéliens ont formé, 300 personnes au sabotage, à la crypto et à la préparation aux armes. Un LS les ont envoyés en Inde. Ils ont fait cela avec les Biélorusses et les Cubains, et le renseignement militaire au Venezuela a formé 300 personnes parmi les membres de gangs de Turiem, appelés Train de l'Aragua. Les chiffres, comme on les appelle, sont tout simplement stupéfiants. Des billions. Company Hyundai, falsification des élections dans le monde entier, lien des cartels de la drogue avec les gouvernements. C'est un gamin plein d'imagination. C'est quelqu'un qui... Il a trouvé et capturé Ben Laden. L'entraînement de Cuba et de la Biélorussie, des criminels issus des prisons du Venezuela, l'envoi de 5000 forces spéciales entraînées composées de meurtriers et de violeurs aux États-Unis pour organiser des combats de rue soi-disant civils, pacifiques, comme les démocrates nous l'ont expliqué, des manifestations. Et puis la dernière partie de ce que nous faisons, c'est le contre-espionnage. Mon principal partenaire commercial et moi, Martin, avons identifié Manuel Rocha.
l'espion le plus haut placé jamais capturé. J'ai rencontré l'ambassadeur Rocha il y a longtemps. J'ai eu plusieurs contacts avec lui et nous savions qu'il était en contact avec des membres du complot autour du cartel. Nous avons donc contacté les agents du contre-espionnage du FBI à un endroit précis pour leur signaler que cet ambassadeur était impliqué dans ce genre-là, il faut s'en occuper. Ils l'ont fait dès qu'ils ont contacté l'ambassadeur. Tu sais, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait passer quelqu'un pour un espion cubain, parce qu'il travaillait pour Cuba. Un EMS, il a été espion là-bas pendant plus de 35 ans et ils lui ont dit qu'ils voulaient le ramener. Alors, il a avoué en 3 segments de 2 heures chacun. Pendant qu'il l'enregistrait, le FBI, pour tous ses actes d'espionnage contre les États-Unis durant plus de 35 ans, ils lui ont dit « Diane, s'il vous plaît, reprenez contact avec les gens, nous voulons vous réactiver. » La première chose qu'il fait, c'est m'envoyer un email en me demandant « Hey Gary, est-ce que ce courrier est bon pour qu'on se rencontre ? Et si on ne se rencontrait pas car tu es espion ?» Le FBI l'a arrêté, il est désormais en prison fédérale. Moi... D'ailleurs, je ne savais pas qu'il avait démasqué cet espion infiltré. C'était une histoire énorme, vraiment énorme. Oui, il transmettait des secrets américains à nos pires ennemis depuis plus de 30 ans. Alors, le Venezuela est en Amérique, au cœur des ténèbres. C'est un cartel criminel transnational qui dirige le gouvernement. Martin Rodil et moi étions les principaux informateurs responsables de ce travail. Et ensuite, pensons des personnes comme Patrick Byrne, avant que Dieu le bénisse, sont au désert où nous ont rejoints. Le général Mike Flynn a apporté une aide énorme. Et il y en avait d'autres, mais ce sont les principaux piliers de cette affaire. Je précise, les démocrates voulaient les gagner au Sénat et prendre la Maison-Blanche. Donc, en 2024, il s'agit d'élargir la Cour suprême de 9 membres, où à ce jour, il y a soit 5, soit 6 conservateurs et 3 libéraux, à 1,5, voire peut-être même 24 juges, et d'y placer de nombreux alliés idéologiques. Nous avons vu comment les juges vendent facilement leur conscience, leur âme, leur serment de suivre les lois lorsqu'on leur promet des récompenses. Voilà comment on peut faire en sorte qu'il y ait 10, voire même 20 libéraux contre 5 conservateurs. Et c'est tout, enterrer le pays. C'est-à-dire adopter des lois qui remettent tout le pouvoir entre les mains de l'élite, c'est-à-dire transformer notre pays d'une dictature de la majorité en une dictature de la minorité, c'est-à-dire des élites. Ces gars-là sont de gauche, et quand je dis de gauche, je veux dire le Venezuela, les Cubains. Les principaux partenaires commerciaux étaient les Russes et les Chinois. Les Chinois étaient très fortement impliqués, c'était une guerre hybride contre l'Amérique, et nous n'avons trouvé aucune aide. Nous sommes juste les personnes dont je vous parle. Il restait quelques personnes prêtes à aider, à consacrer des années, leur argent et leur temps. Le FBI nous a poursuivis, ils ne savent pas. Nous nous sommes adressés au gouvernement et, vous savez, nous nous sommes adressés au ministère de la Justice. L'avocat en a informé le bureau de la probité publique. Et au lieu de venir à notre aide, ils ont envoyé des gens pour nous poursuivre, essayer de nous enquêter et tenter de nous mettre en prison. C'est une chose honteuse que nous avons traversée. Vous savez, je suis simplement fier des gars avec qui j'ai travaillé, vous savez, de Martin Rodal, Patrick Byrne, Mike Flynn et d'autres, qui se sont levés pour essayer de s'assurer que la démocratie dans laquelle nous vivons sera transmise à nos enfants et petits-enfants. Comme il est facile de ramener un pays à une dictature des élites, en l'appelant idéologique, religieuse, ou encore clanique, financière, ou toute autre élite, qui, dans 99% des cas, dirigent et ont dirigé toutes les sociétés et tous les pays du monde. Cela fait déjà quoi ? Un peu plus de 5700 ans.
Tout ce qu'il faut, c'est que nous ne fassions rien, que nous gardions le silence et que nous ne transmettions rien à nos enfants. Steven Gardner, c'est le présentateur de cette chaîne, je vous la recommande vivement. Sa chaîne a déjà atteint 2 millions de spectateurs et il aborde toujours des sujets qui m'intéressent et j'espère qu'ils vous intéressent aussi. Donc, nous savons qu'Obama, pendant la période de transition, lui, John Brennan et d'autres, ils ont tenté d'emprisonner le général Michael Flynn à vie. Le président Trump disait constamment « Les élections sont truquées, les élections sont truquées, il y avait tellement d'anomalies. » Oui. Au milieu de la nuit, soudainement, Biden, vous savez, prend de l'avance et gagne magiquement. Ce qui, aidez-moi à comprendre cela. Donc Nancy Pelosi, Chuck Schumer et d'autres, après le 6 janvier, ils se sont fortement opposés à de nombreux républicains. Ils se sont fortement opposés à Trump, Emmanuel Macron. Ils se sont opposés à tous ceux qui étaient présents à ces réunions entre novembre et le 6 janvier. Pourquoi n'ont-ils pas poursuivi Patrick Abyrna s'il était celui qui dirigeait bon nombre de ces actions? Vous savez, dans la première partie de cela, il ne suivait pas au tout début. Lui et d'autres essayaient de percer en utilisant des méthodes d'ingénierie. D'accord, Patrick, au tout début, avait vraiment des personnes talentueuses. Vous savez, des ingénieurs et certains hackers et des gens de ce genre qui faisaient, vous savez, ce genre de choses, des techniciens, des spécialistes en cryptographie, vous savez, de vrais techniciens de haut niveau. Et eux, ils luttaient contre ça, et pendant des années, ils se sont battus contre ça. Notre approche polaire, celle de Martin et la mienne, c'était plutôt d'aller recruter des gens, comme ils le font à la CIA. Vous trouvez une entreprise, embauchez à un poste subalterne, puis passez à une autre, encore, et ainsi de suite. Finalement, nous avons recruté plus de 12 personnes. Lorsque nous avons contacté Patrick, nous avions déjà embauché 5 ou 6 personnes et compris à quel point cela pouvait être long. Vous savez, lui, ceux qui ont eu des ennuis au début, c'est parce qu'ils ont pris des voitures, etc. Patrick ne faisait pas cela, il était prudent à ce sujet, mais il essayait de revenir par des solutions d'ingénierie. Je comprends pourquoi ils ont agi ainsi. Notre approche était différente et après 2 ans et demi, nous sommes allés voir Patrick avec ce que nous avions et il a dit « D'accord les gars, vous avez réussi. Votre méthode a fonctionné et laissez-moi me joindre à vous. » D'accord, très bien, ça a du sens. Je n'ai pas été embauché pour ça. J'ai fondé il y a des années une entreprise de restitution d'actifs qui s'est ensuite transformée. Et puis, nous ne cherchions pas d'affaires. Train de Aragua, nous avons eu une réunion avec un opposant vénézuélien qui est venu et m'a remis 2000 dossiers avec leurs photos et a expliqué la formation, puis a simplement expliqué ce qu'ils faisaient. C'était totalement inattendu. D'accord. Aidez-moi à comprendre, je ne connaissais pas le train de Aragua. Quand Trump se présente, il dit « Regardez, ils libèrent leur prison, ils envoient leur gang. » Dit la vérité. D'accord, vous l'avez informé, ou comment savait-il qu'il devait chercher Train de Aragua? Parce que dès qu'il prend ses fonctions, c'est en fait le premier groupe contre lequel il dirige vraiment le gouvernement. Eh bien, tu vois, il y avait un groupe. Tu dois comprendre une chose. Les Vénézuéliens ont un énorme système carcéral. D'accord? Et ils avaient entre tous ces gangs dans le pays, et des gens dans les gangs, il y avait un groupe appelé les Pronos, et les Pronos étaient encore des détenus qui étaient gardés dans des zones de haute sécurité, et ils étaient là, avec leurs copines, avec des armes, des munitions, et le gouvernement leur accordait un statut spécial. Et quand ils voulaient tuer des gens ou éliminer des gens, on les faisait sortir des prisons. Ils tuaient des gens et revenaient. Ils dirigeaient sans doute des escadrons de la mort depuis les prisons. Waouh, dans tout le pays. La responsable du système pénitentiaire était une femme, Idriss Villara. Elle en était responsable. Donc il y avait une région dans la ville, c'est-à-dire dans le pays, appelée l'État d'Aragua. Et il construisait un train de Caracas à Aragua. Et ce train, l'entreprise de construction du train, des voies ferrées et tout le reste a fait faillite. Le syndicat et les ouvriers impliqués ont commencé à organiser des enlèvements et du racket pour financer leurs activités. Et ensuite, beaucoup d'entre eux ont été arrêtés et envoyés dans une prison appelée El Tacaron. Et finalement, la prison était tellement violente que l'armée a dû prendre d'assaut l'endroit pour en reprendre le contrôle. Et lors de l'assaut, 16 ou 17 personnes ont été tuées. Nous connaissons le général responsable, j'ai parlé avec celui qui a mené l'assaut.
Nicolas Maduro a ensuite réalisé combien de ces hommes étaient dans la prison et leur niveau d'organisation. Il a donc installé une liaison téléphonique depuis El Tacaron pour communiquer avec ses prisonniers et tenter de les rallier. Regarde, les Vénézuéliens ont utilisé les systèmes pénitentiaires pour la violence politique et le contrôle, et en fait ils ont supprimé les postes de police autour des prisons afin de faire des prisons le centre du pouvoir politique et administratif dans ces régions. Que penses-tu de cette vision sombre et dystopique du futur ? Oui, tu as vu ça. Ce sont des gens mauvais. Une histoire absolument incroyable, mais malheureusement vraie. Quand des bandits dirigent l'État, ils agissent donc comme des bandits. Cela ne devrait surprendre personne. Ce serait étrange s'ils agissaient autrement. Le président Trump savait que plusieurs personnes franchissant la frontière avaient un casier judiciaire. Notre première rencontre avec la personne qui m'a remis ces fichiers a eu lieu sous l'administration Biden. C'était environ 1 an et demi avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Et j'ai demandé une rencontre, et j'ai rencontré des représentants du ministère de la Sécurité intérieure à l'étranger, je leur ai remis les fichiers, je les ai informés de cela. Je connaissais déjà la contrebande, mais ignorais la tendance laguée à l'époque. Ils ont dit « on n'a pas de crime, que faire avec ça ?» Et vous savez, l'administration Biden ne veut tout simplement pas s'en occuper. Donc nous étions en contact avec eux le lendemain de l'élection du président Trump. J'ai reçu un appel téléphonique alors que j'étais à l'étranger, en Suisse. Et j'ai reçu un appel de l'un des agents du Homeland Security Investigations, les agents d'enquête du département de la sécurité intérieure. Et il a dit « Monsieur Bernson, nous avons votre rapport sur Trand lagué juste devant nous. Maintenant que le président Trump a gagné les élections, il n'est pas encore entré en fonction. Nous savons que nous pouvons nous occuper de ces affaires en toute sécurité, nous nous sentons en sécurité en les poursuivant. L'administration Biden ne nous aurait pas permis de le faire. Pouvez-vous présenter la source ? J'ai répondu oui. J'ai appelé la source depuis la Suisse, organisé une rencontre, et en 20 minutes, il a accepté de travailler pour le ministère de la Sécurité intérieure. Nous ne voulions pas concurrencer le gouvernement, mais l'aider et protéger les États-Unis et ses citoyens. Je déteste interrompre, mais il faut que je te dise, je faisais des reportages sur le premier mandat de Trump puis sur Biden, et j'ai vu la gauche et les médias minimiser l'importance de Trindélagué. C'est quand ils ont pris le contrôle d'un complexe résidentiel entier. Oui, ils ont pris le contrôle de cette ville. Oh, ce n'est qu'un bâtiment au Texas. Je me suis demandé comment on pouvait être aussi négligent envers des personnes littéralement libérées de prison. Et ils sont là, ils sont organisés et ils ont des armes de fou. C'était dingue pour moi. Regarde, ils ont en fait ouvert un concessionnaire de voitures d'occasion. Ils ont acheté quelques milliers de voitures coûtant entre 5 000 et 7 000 $ et ils les ont envoyées à tous leurs gars à travers le pays depuis un seul endroit, pour qu'ils aient des voitures. Ils sont tous entrés illégalement, n'ont pas de permis, ni de carte de crédit, ni de service bancaire. Ils ont donc dépensé plus d'1 milliard de $ pour acheter des voitures d'occasion. Sous-titre Dima Torzok. D'après mes discussions avec les gars de Trandaragu que j'ai rencontrés, ils ont au moins 4000 jeunes femmes travaillant dans l'industrie du sexe qui ont été victimes de la traite des êtres humains vers les États-Unis. Et j'ai rencontré des gens du FBI et ils ont dit « Eh bien, nos analystes pensent qu'au sens que vous mentez à ce sujet et ils veulent seulement que nous prouvions que vous ne dites pas la vérité. » En fait, j'ai moi-même payé la source pour l'information, vous savez, la source qui m'a donné toutes ces informations. Quand je l'ai rencontré, il avait fui le Venezuela. Je lui ai donné quelques milliers de $ parce que je savais qu'il avait des problèmes. Je ne lui ai rien demandé d'autre. Je n'avais pas vu cet homme depuis 11 mois. Il m'a soudainement appelé. « Monsieur Bernson, j'ai quelque chose pour vous. » Et c'était toutes ces informations du système judiciaire là-bas, toutes ces photos, empreintes digitales, tout ça sur ces 2000 membres de gang. Donc l'essentiel était que, vous savez, le FBI, le département de la sécurité intérieure et la CIA, sous l'administration Biden, ne collectaient pas ces informations. Ils étaient en mode attente, ils ne rassemblaient pas de données contre le Venezuela ou le cartel del Sol. Et il y a une raison à cela. La raison, c'est qu'ils complotaient avec cette administration et ce cartel parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient leur garantir les élections. Ne vous y trompez pas, de quoi s'agissait-il ? Ne vous y trompez pas, d'accord, écoutez. J'ai dirigé l'invasion en Afghanistan, j'étais responsable des explosions en Afrique de l'Est. J'ai dirigé les opérations contre le Hezbollah à la CIA durant plusieurs années, étant responsable des explosions à Hobart Towers et en Argentine.
Moi aussi. D'accord, ce n'était pas ma première expérience, je ne suis pas tombé du camion de légumes en arrivant sur cette affaire. D'accord, je travaille sur ce genre d'affaires depuis longtemps. J'ai 68 ans, j'ai 40 ans d'expérience dans ce métier. Il n'est pas nécessaire d'inventer. D'accord, ces gens étaient mauvais, ils ont volé les élections. Et notre appareil politique, le Parti démocrate, le savait, les républicains, certains républicains le savaient aussi. Oui, certains républicains le savaient aussi. Donc vous savez, il faut regarder autour de soi. Vous savez, on a poursuivi tout le monde en justice. D'accord, tout le monde a été poursuivi, sauf moi. Nous sommes sortis et nous leur avons dit. Nous avons votre code source, nous avons des témoins. J'ai reçu une lettre de Dominion, c'est ça. Fox leur a payé 768,5 millions. Ils m'ont envoyé une lettre pour que je recule. Je ne l'ai pas fait. Oubliez. Je veux les voir pendant la procédure de divulgation des preuves. Ils ne veulent pas me rencontrer pendant la procédure de divulgation des preuves. Ils ne veulent pas d'interview. Ils refusent de rencontrer mes témoins, ce que Martin, Patrick et moi avons amené. Ils ont peur. Ils auraient dû avoir peur. Ils ont vendu l'entreprise il y a une semaine. C'est vrai. Ils fuient. C'est Dominion Smartmatic, une autre partie de tout ça qui a le même code source, la même origine. Ils sont ensemble, ces gars-là. Leur président est accusé. Il a une accusation supplémentaire à Miami pour une affaire de corruption liée aux élections aux Philippines. Regardez, ils ont d'abord utilisé ces machines au Venezuela, puis en Amérique latine, ensuite aux États-Unis. Et ils ont volé les élections dans plus de 70 pays à travers le monde en utilisant ce code. Je ne peux ni confirmer ni infirmer cela, mais il y a eu des plaintes partout dans le monde selon lesquelles, soudainement, lors des élections, les gens ne votaient pas comme ils disaient qu'ils allaient pour le faire selon les sondages. C'est-à-dire que les sondages, même la veille des élections, montrèrent des chiffres et des tendances complètement différents. C'est-à-dire que nous votons, puis quelqu'un compte les voix comme il veut. C'est ça la démocratie. Et toujours, eux, pour une raison quelconque, ils truquaient toujours les élections dans un seul sens, vers la gauche, et jamais, pas une seule fois, vers la droite. C'est-à-dire que les bandits du Nicaragua, les forces répressives du Mexique, les Biélorusses, les Chinois, les Russes, les Iraniens aidaient toujours la gauche. Ne trouvez-vous pas cela étonnant, c'est-à-dire évident? En y réfléchissant bien, même en y pensant, cela reste tout de même stupéfiant. Une attaque majeure contre la démocratie mondiale entraîne un basculement vers la gauche. Et c'était un tas des Vénézuéliens. C'était des gens de Soros qui les aidaient et les rencontraient. C'était des Cubains et des Vénézuéliens. Et le Parti démocrate aux États-Unis a compris. Les dirigeants ont compris ce qui se passait. Et je suppose que le président Trump, Tulsi Gabbard, d'autres aussi. Ils ont été informés de cela parce que je vois George Soros et le Venezuela dans les gros titres comme jamais auparavant. Oui, ils savent, le président comprend. Nous sommes allés plusieurs fois au bureau du directeur du renseignement national, mais ils n'ont pas informé la direction là-bas. Nous avons dû transmettre nos briefings directement au président, parce que les gens dans la communauté du renseignement bloquaient. Ils bloquaient parce qu'ils ne faisaient pas leur putain de travail. Et il y a des hauts responsables dans la communauté du renseignement qui sont payés par les cartels et les Cubains. Je vais le répéter encore une fois. Il y a des gens dans la communauté du renseignement, au département d'État et au Conseil de sécurité nationale. Au cours de la dernière décennie, nous avons subi infiltration après infiltration. Et leur influence est tellement forte qu'ils ne se contentent pas de collecter des renseignements, ils prennent aussi des décisions politiques. C'est une accusation sérieuse. Aux États-Unis, au sein des agences de sécurité du ministère de la Justice et du département d'État, il y a des partisans des cartels. Ont aussi infiltré la sécurité nationale américaine, pendant l'administration de Biden, pendant la première administration de Trump et pendant l'administration d'Obama, ils ont tous terriblement échoué. Le président a compris le problème et commence à riposter. Ils ne saisissant pas la gravité des enjeux de lutte antiterroriste et de contre-espionnage aux États-Unis. C'est choquant. Encore une fois, c'est nous, pas le FBI, qui avons livré Rochou.
Tu te rappelles autre chose? Il y a des années? Qui? Ils ont arrêté, au département d'État, Kandalmayer. Il était le chef de la direction du renseignement et de la recherche, pour qui il a travaillé pendant 30 ans. Les Cubains, très bien. Ils ont arrêté Anna Montes à la direction du renseignement du ministère de la Défense. Elle était une officier chargée du dossier cubain qui espionnait pour les Cubains. Encore et encore, les Cubains nous surpassent. Et maintenant, c'est probablement pire que jamais. Vous savez, le directeur Redcliffe et Tulsi Gabbard, ils doivent se réunir. Ils doivent s'occuper du contre-espionnage. Chaque fois que j'y vais et que je parle avec les gens, je discute avec des analystes, je ne parle pas avec des agents de terrain. La plupart des agents de terrain ont été licenciés. Nous n'avons pas besoin de parler avec des analystes, il nous faut des gens qui vont traquer. D'accord. Alors, et ensuite, donc, vous avez les démocrates qui disent « Pourquoi Trump essaie-t-il de déclencher une guerre avec le Venezuela ?» Vous avez Rand Paul qui dit que Trump n'a rien à faire avec les bateaux de pêche, qu'il n'a rien à faire avec Maduro, que le Venezuela n'est pas un cartel. Nous devons nous inquiéter du Mexique. Pourquoi? Pourquoi déployons-nous le plus grand porte-avions? Ils ne comprennent pas, Rand Paul ne comprend pas, Paul, c'est mal informé. Donc, pourquoi faisons-nous autant pression sur Maduro? Eh bien, tout d'abord, il est le chef du cartel d'El Solis. Le gouvernement est un cartel. D'accord? Et ils contrôlent 30 del Aragua et ils ont mené le V14P. Écoutez, ils mènent une guerre hybride contre nous et nous, ainsi que les États-Unis, sommes restés bouche bée. Donald Trump riposte. Que Dieu le bénisse, c'est le plus dangereux. Écoute, les Cubains, les Russes, les Iraniens, tu sais, les Chinois ont utilisé le Venezuela pour percer la défense des États-Unis et ils ont presque pris notre pays et nous l'ont presque enlevé. Et je pense que Donald Trump le comprend maintenant. Il a de bonnes personnes et je suis un grand admirateur de Stéphane Miller, je suis un grand admirateur de Pete Hegseth. Vous savez, il a de bonnes personnes là-bas. J'en connais beaucoup parmi eux, je connais des gens comme, vous savez, je les connais depuis de très nombreuses années, plusieurs personnes au cabinet, vous savez, et je crois que Donald Trump va agir. Alors, résumons. Le système social le plus fragile sur Terre, c'est la démocratie. La voilà. Elle s'effondre dès qu'une génération est prête à échanger, disons, un peu de liberté contre la sécurité. Et donc, la démocratie elle-même, la démocratie politique, il y a aussi la démocratie de marché, c'est un piège. Et les Grecs, qui ont été les premiers à l'appliquer, pas à l'inventer, mais à l'appliquer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils en disent à ce sujet? Démocrite disait que c'est le pouvoir de la populace. J'espère que vous connaissez cette personne. C'est-à-dire du plèbe là-bas? Eh bien, du vulgaire selon nous, oui. Aristote, pas du tout un homme stupide. Donc, la majorité pauvre va gouverner. Ensuite, il disait politique ou politique, je ne sais pas comment c'est en grec, je ne maîtrise pas très bien le grec. Donc, il a appelé la démocratie la partie élue de la population. C'est mieux. Eh bien, c'est probablement mieux, mais pas beaucoup mieux. Plaudon voyait la démocratie comme une transition entre l'oligarchie, la tyrannie de l'immortalité, de la majorité et d'un seul. Bref, la monarchie, appelle-la comme tu veux. La démocratie, disaient les Grecs, là, c'est le pouvoir de la majorité incompétente. Sous la démocratie, ce sont les démagogues qui gouverneront, ceux qui savent manipuler les émotions de la foule. La démocratie, disait Aristote, nivelle les mérites des personnes exceptionnelles, et pour ainsi dire, ces personnes exceptionnelles n'obtiennent aucun avantage sur la médiocrité. Et la démocratie, c'est la domination de la majorité, et non celle de la loi. Eh bien, je vais ajouter quelque chose de moi-même. Donc, ni de morale, ni de justice, c'est tout à fait exact. C'est pression, décision, tyrannie, dictature de la foule, que la suite continue, le pouvoir de la majorité, la plèbe de la foule, souvent offensée, souvent agitée et incapable de ne pas penser. Eh bien, la foule ne sait absolument pas penser. Seuls les individus savent penser. Mais lorsqu'ils se rassemblent en foule, ils n'ont que des émotions. Ils n'ont plus de pensée.
Réfléchir, évidemment, elle ne peut pas. Maîtriser ou arrêter ses émotions, elle ne peut pas non plus, messieurs. Comme nous le voyons, des centaines de milliers de nos concitoyens sont prêts à trahir et à vendre, à mentir, à renoncer à toutes nos convictions et lois, prêts à vendre pour 30 ou même 130 pièces d'argent leur propre mère et peut-être même tous ou quelques-uns de leurs enfants. Et pour une raison quelconque, ils se concentrent principalement à gauche, sur notre spectre politique. Ce n'est pas qu'il n'y en ait pas à droite, il y en a, mais à droite c'est plus dispersé, alors qu'à gauche c'est comme un vrai nid. Ils doivent être punis, ils doivent être découverts, célébrés comme des traîtres. Et ensuite, nous devons essayer d'organiser un système dans lequel la tromperie, la trahison, la vente, bordel, sont incroyablement désavantageuses, tandis que toutes les qualités morales et les bons choix sont incroyablement avantageux. Eh bien, vous allez demander comment, n'est-ce pas ? En principe, le système est déjà construit sous forme de théorie. Une théorie, c'est déjà prouvé. Un théorème, c'est ce qu'il faut prouver, alors qu'une théorie, c'est ce qui est déjà prouvé. La théorie a été élaborée en 1961 à Los Angeles. Andrei Iosif Golambus était le président, le directeur, je ne sais pas, de l'Institut de l'entrepreneuriat libre à Los Angeles, ici, de 1961 à 1989 du siècle dernier. Et vous savez, comme le livre de Marx, où les livres de Marx ont donné l'impulsion à ces cauchemars qu'on appelle le communisme. Comme le livre ou les travaux de Thomas Paine ont servi de point de départ à ce que nous appelons la Révolution américaine, c'est-à-dire la déclaration d'indépendance. Et ensuite, une forte influence sur la Constitution. De la même manière, le livre de Golambus commence déjà à influencer ce qui se passe dans notre théorie de Golambus, le livre de Golambus. Beaucoup de livres, peu de théories, encore moins d'intégrés. Pour moi, aucune théorie n'est prouvée. C'est probablement, parmi ce sur quoi je suis tombé, probablement la première. Nous avons toute une série de vidéos, disons des sortes de récits vidéo de 10 minutes, des vidéos, des conférences, des vidéos séminaires, oui, sur ce système. Vous trouverez ci-dessous un lien vers le projet intitulé « Feuille de route vers la liberté ». Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, messieurs. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et partagez avec vos amis. Au revoir.